Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Votre nouveau rendez-vous sur RTL 11h30, 12h30, le week-end avec vous, Philippe Bouvard, durant 1 heure au 3210. Bonjour Philippe. Bonjour Isabelle. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, avec Jean-François de Paris. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Philippe. Comment allez-vous? Écoutez, ça va pas mal parce que je vous ai retrouvé. Ça va pas mal parce qu'on peut traiter tous les sujets et parce que j'ai l'impression que je dialogue davantage avec vous que durant toutes les années précédentes que j'ai pu passer au micro. Votre question. Voilà, donc je souhaiterais connaître, mon cher Philippe, votre sentiment ou peut-être votre expertise concernant notre Premier ministre actuel, Monsieur Manuel Valls. Oui. Ce que je souhaiterais, c'est d'après vous, est-il encore de gauche après son one-man show là, du MEDEF et de son bras d'honneur au frondeur de sa majorité? Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez, mon cher Philippe. Oui. D'abord, comment vous le trouvez, vous? De sa personne, oui. Bien, des fois il fait un peu caporal trompette, mais bon... Oui, il y a de ça. Moi j'avais dit adjudant de semaine, mais vous savez, quand il s'adresse aux foules, parce que bon, maintenant il a des vastes auditoires, il me fait penser un petit peu, parce que il est volontaire, ça se voit au menton toujours, il est entraînant, ça me fait penser à ce film, vous savez, où Gentleman and Officer, on voit un éducateur de militaires qui les mobilise et qui n'arrête pas de les faire souffrir. Expertise, vous avez employé le mot, et vraiment il me convient pas. C'est juste, d'abord, des renseignements que je connais sur le sujet qu'on aborde, et l'avis d'un vieux journaliste, mais qui est aussi citoyen, contribuable, père, grand-père et bientôt arrière-grand-père, c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Je suis pas un intime de Valls, mais je voudrais quand même vous rappeler que c'était, je crois, 3 semaines avant la présidentielle. J'avais invité des leaders de la droite, et puis on m'avait dit, et avec raison d'ailleurs, vous oubliez un peu la gauche. J'avais dit, je vais inviter quelqu'un de gauche. Et puis j'avais réfléchi, j'avais regardé parmi les leaders, et je m'étais aperçu que j'avais une certaine sympathie pour quelqu'un qui était à l'époque le député maire d'Évry. J'avais lancé mon invitation. Il l'avait accepté, il était venu, il avait parfaitement joué le jeu des grosses têtes, tout le monde l'avait trouvé très très sympathique, et puis bon, quelques jours plus tard, il était devenu ministre de l'Intérieur. Là, je dois dire que ça s'est un peu gâté. C'est un peu gâté parce que on n'en a plus parlé beaucoup, et heureusement pour lui, parce qu'il a accédé à une autre fonction plus importante, mais Place Beauvau, il n'avait pas fait des miracles, hein. La délinquance avait encore augmenté. Il a multiplié les petits voyages à Marseille et en Corse avec Madame Taubira. Ça n'a rien arrangé du tout. Il y avait peut-être quelques applaudissements quand ils étaient là-bas, mais dès qu'ils étaient repartis, c'était les Kalachnikov qui recommençaient à crépiter. Bref, c'était pas une réussite. Il y avait quelque chose de drôle, c'est que en tant que ministre de l'Intérieur, il était le patron des policiers, et le soir, il retrouvait une femme qui, professionnellement, avait passé sa journée au violon. Non, mais très, très jolie femme d'ailleurs, et du coup, ça fait un bon couple. Comment vous le percevez quand vous voyez cet homme à la télévision? Si vous voulez, Philippe, je pense à cette phrase, je crois que vous devez connaître, de Clémenceau, qui disait « Donc tout le monde peut faire des erreurs et les imputer à autrui, c'est faire de la politique », disait-il. Donc l'homme par lui-même est sympathique, oui. Mais ce n'est pas, on ne veut pas le juger uniquement sur le côté donc sympathique, mais sur les résultats par rapport au quotidien et aux Français en général. Voilà, donc surtout... Mais je me souviens que votre question était, est-ce qu'il n'est pas de droite, hein? C'était ça la question. Et d'ailleurs... Voilà, c'est ça, c'était la question que je posais, puisqu'on ne sait pas très bien, donc j'aurais aimé que vous puissiez nous dire où vous le situez. Écoutez, je le situe dans le grand parti des opportunistes. C'est-à-dire, il peut dire quelque chose à midi, et puis
à 15 heures le contraire. C'est d'ailleurs ce qu'il fait, parce que il y a les mesures de nature à rassurer l'ensemble des citoyens, et Dieu sait s'ils sont inquiets, et à inquiéter les socialistes, c'est à midi. Et puis à 15 heures, généralement, il y a un démenti pour dire, par exemple, regardez, bon, l'encadrement des loyers. On dit la loi Duflot a ruiné l'immobilier, ce qui d'ailleurs semble attesté par les statistiques. Eh ben, il est dit, après que certains maires, dont Madame Aubry est protesté, il dit, bon, ben, les maires qu'ils voudront pourront appliquer la loi Duflot dans leur ville. Vous voyez, c'est tout et son contraire. Je note aussi que c'est un homme qui paraît croire à ce qu'il dit. Et c'est en ça, si vous voulez, qu'il est un orateur un peu atypique, parce que il n'a pas été usé par des années de politique politicienne. Il vient d'arriver, alors il fait encore un peu plus frais que les autres. Et puis, je veux dire, cet homme, il inspire confiance dans la mesure où il nous a dit qu'il aimait son pays, qui d'ailleurs, je le note, n'est pas son pays d'origine, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est devenu français à 120%, qu'il aimait les patrons, qu'il aimait les socialistes. Je pense qu'il va aimer les écolos, les radicaux, qu'il va aimer le front de gauche, que c'est bien d'avoir quelqu'un qui aime tout le monde. Mais il aime surtout son président de la République. Ah, il est fabuleux. Parce qu'il ne prend jamais la parole, et Dieu sait qu'il la prend souvent, sans qu'une phrase sur deux, il se réfère au chef de l'État. Comme l'a dit le président de la République, comme l'a décidé le président de la République. Moi, bon, ben, ça me donne confiance. Je dis, au moins, cet homme a des références, il prend pas tout sous son bonnet. Bon, bien sûr, ça marche pas toujours, ça marche même jamais. Mais quand même, je trouve que le couple exécutif, ça fonctionne pas mal. Je veux dire que Hollande a plus de chances de vie commune avec Valls qu'avec Valérie Trierweiler. Je cite le nom qui me vient par hasard à l'esprit. Cet homme veut notre bonheur, comme tous ceux qui nous gouvernent. Hein. Je voudrais insister là-dessus. Il n'y a aucun haut responsable qui ait, je pense, et il faut pas leur prêter, l'intention de faire notre malheur. Simplement, ils veulent d'abord faire le bonheur de leurs amis. Mais bon, est-ce qu'on n'est pas pareil, hein? Est-ce qu'on n'est pas davantage attaché à notre famille qu'à des gens qu'on connaît pas? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de Valls? Ben, écoutez, que c'est un homme qui connaît bien la politique, qui a été un très bon administrateur d'une ville nouvelle qui n'était pas sans problème. Et puis il a le génie de la formule. Et là, vous savez, quand on est obligé de parler à la foule pour la galvaniser, c'est important. Ça restera quand même comme celui qui est allé jusqu'à dire, sans croissance, il n'y a pas de confiance, et sans confiance, il n'y a pas de croissance. Voilà. Pierre Dac disait, quand la limite est franchie, il n'y a plus de borne, et quand la borne est franchie, il n'y a plus de limite. C'est du même tonneau. Maintenant, me direz-vous, Jean-François, quels sont les résultats? Vous avez l'impression que les Français l'aiment autant, que les gens de droite en font toujours un de leurs tribuns de gauche préférés? Oh, ben vous savez, là, malheureusement, bon, pour lui, hein, si vous voulez, il descend en ce moment, hein, donc il est arrivé à 30%, d'après ce que j'ai entendu. Exactement. Et vous savez d'où il vient? Il fut un temps où, alors qu'il venait d'être désigné pour le ministère de l'Intérieur, où il avait 75% de sympathie, c'est-à-dire toute tendance politique confondue. Ben oui. Et là, il fait moins 14%, hein, d'après ce que j'ai entendu. Ah oui. Et puis, ça n'est pas fini. Quoique, lui n'est pas passé au lit avec Madame Trierweiler. Oui, mais quand même, Philippe, on peut dire, là, il fait le même score qu'en son temps qu'Édith Cresson. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Ça baisse un peu plus vite encore, hein, aujourd'hui. Il y a une accélération. Merci Jean-François. Voilà donc, et merci pour ce moment, Philippe. Hein. Et portez-vous bien. Et vous aussi, à très bientôt. Merci. Au revoir, Philippe. Au revoir. Allô, Bouvard sur RTL. Alors, des petites nouvelles. Oui, alors des petites nouvelles pas très sérieuses, mais enfin bon, faut quand même
que ceux qui nous écoutent et qui aujourd'hui nous parlent, et je m'en réjouis, sachent que les présentateurs de télévision, les journalistes les plus séduisants, mènent une vie difficile. Parce qu'en croire un magazine People, vous savez, un de ceux qui s'attachent davantage aux formes qu'au fond, notre excellent et talentueux confrère Laurent Delahousse trouverait chaque matin, enfin pas lui, son assistante, dans le courrier qui lui est adressé, une demi-douzaine de petites culottes féminines. Oui, une demi-douzaine. Et la réponse est d'autant plus aisée qu'on vient de mettre au point un petit dispositif qu'on peut acheter en même temps et qui permet à la dame qui possède ce sous-vêtement d'imprimer à l'endroit que Antoine Blondin prétendait être le mieux partagé du monde, son numéro de téléphone et son adresse. Et puis, faut quand même louer la sagesse et surtout le sens de l'organisation de ceux qui nous gouvernent. Par exemple, on va ouvrir la première salle de shoot à Paris. Et savez-vous où elle sera? Alors, elle sera à la gare du Nord. Et savez-vous pourquoi je dis que c'est une trouvaille? Parce que la gare du Nord est tout à fait à côté du quai où arrive le train d'Amsterdam avec les voyageurs qui, parfois, ont fait des petits achats là-bas. RTL, allô, Bouvard? Jusqu'à 12h30, allô Bouvard sur RTL. Nous accueillons Eric, 52 ans, directeur de société. Eric, il habite à Aulnay-sous-Bois. Bonjour Eric. Bonjour Philippe. Quelle question? Alors, je souhaite aborder le sujet des salaires dans le football professionnel et savoir quelle est votre opinion sur le fait que les stars du ballon rond puissent toucher plusieurs millions d'euros par an. Donc, est-ce que cela vous choque ou est-ce que vous trouvez cela normal? Attendez, d'abord, moi je voudrais avoir votre avis, parce que moi je suis pas un familier des stades. Hein. Je dois dire même que je trouve que la baballe, ça tient beaucoup de place dans notre vie et dans notre civilisation. Et souvent, pour ne rien vous cacher, je m'interroge, je dis, on va transmettre aux générations qui nous suivront, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs des précédentes, énormément d'images sur la façon dont on vivait, sur les spectacles qui faisaient courir dans le bon sens les contemporains. Et on s'apercevra de quoi? On s'apercevra que c'était surtout la baballe, qu'elle soit une baballe de foot ou une baballe de tennis ou une baballe de rugby qui nous occupait. Passé cette petite remarque liminaire, est-ce que vous, qui êtes plus familier que moi de ce sport, vous trouvez que des vedettes dont vous devez vous délecter quand elles marquent des buts sont vraiment trop payées? Eh bien non. Moi, je pense que à partir du moment où on a un statut de star et qu'on est une élite dans ce qu'on fait, hein, que ça soit dans la chanson, dans le cinéma ou dans la finance, je pense que gagner de l'argent, c'est normal. Donc, une star qui remplit des stades et qui engendre du rêve et qui fait rêver des milliers de personnes a le droit de toucher de l'argent et en gagner beaucoup. Bon. Donc, ça ne me choque pas. Bon, enfin, quand même, il faut dire que quand on compare le RSA au salaire de Ronaldo, on a un peu le vertige, non? Ouais, mais on compare ce qui est comparable. Donc, je pense que le salaire de Ronaldo est un salaire qui vient de l'argent privé et donc rien à voir. C'est bien parce que vous abordez ce sujet sans jalousie. Bon, non. Or, vous savez, ça c'est le propre des Français, et puis j'imagine qu'ils ne sont pas les seuls, c'est dès qu'il est question de l'argent, et surtout de l'argent des autres, il y a toujours une pointe d'envie. Bon, apparemment, pas du tout, puisque vous venez de le dire, vous trouvez normal qu'ils gagnent des sommes très élevées. Ces sommes, bon, on peut quand même donner une idée que Ronaldo, dont je parlais à l'instant, il touche par mois 1 600 000 euros. C'est pas mal, hein? Non? Oui, c'est plutôt pas mal, oui. Et alors, notre Ribéry, que nous venons de perdre, ça m'a fait une peine. Hein. J'ai pensé à Zaya, qui j'ai rencontré le lendemain, qui était habillée en veuve. Notre Ribéry, il gagne 500 000 euros. Il gagnait 500 000 euros de moins. Est-ce que ça les valait? Est-ce que ça les valait? Oui, je pense qu'à partir du moment où on est dans un axe où on fait rêver les gens, je pense que ça les vaut. Et puis bon, il était quand même très efficace en dehors des hôtels l'après-midi. Puis il avait des frais d'entraîneuse. Il y a les salaires qui sont moins importants. Mais quand même, le salaire des footballeurs de la Ligue 1, c'est quand même 40 000 euros par mois, hein?
C'est sûr. pas mal, hein? Bien sûr, c'est pas mal, mais on est sur un petit microcosme, c'est-à-dire c'est des gens qui sont très peu nombreux. Je crois que dans le football professionnel, il y a environ 1000 footballeurs professionnels en France. Et donc ces gens-là génèrent beaucoup d'argent, puisque le chiffre du football professionnel, c'est un peu plus de 6 milliards. Et donc je pense qu'il est normal qu'on paye les gens à leur juste valeur. Vous avez tout à fait raison. Bon, il y en a pas beaucoup. Leur durée de carrière est quand même limitée, hein? Ouais, mais L'âge moyen de la retraite, c'est 36 ans, hein? Ouais. en effet. Il faut quand même dire, hein, pour être juste, que les salaires coquets que nous avons évoqués ne sont pas les seuls, hein. Il faut y ajouter des primes. Alors des primes de but, des primes, par exemple, les footballeurs qui se sont qualifiés au Brésil ont reçu une petite prime, enfin petite, de 93 000 € chacun. Il y a des primes de titres. C'est normal, hein? Oui, après on peut se poser la question, est-ce que la prime tue pas la prime? Puis il n'y a pas que ça, vous savez, il y a aussi, ça peut être encore plus important, la publicité. Giroud, qui joue plus au ballon, mais qui est entraîneur, quand il vante, et avec son exceptionnel talent de comédien, les vertus d'une eau minérale, il a de quoi s'acheter du Pétrus, hein. Bon. Mais en contrepartie, il fait vendre beaucoup de bouteilles d'eau minérale. Oui. Donc il a peut-être le droit de toucher aussi dessus. Un spot peut rapporter, quand on est très connu et quand c'est un produit de grande consommation, jusqu'à 350 000 €, et il faut compter comme une heure de tournage. Donc c'est bien payé, hein, c'est au-dessus du salaire moyen. Après vient la retraite, et généralement des reconversions qui sont assez fructueuses, hein, parce que entraîneurs, commentateurs, ils publient leurs souvenirs. Certains deviennent, comme Platini, des hiérarques du sport, hein, et ont un rayonnement quasi mondial. Ils peuvent aussi, de temps en temps, apparaître dans des émissions télévisées. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Quels sont vos préférés? Moi, j'adore Ibrahimovic, puisque je suis un supporter du Paris Saint-Germain, et je pense que c'est quelqu'un qui nous fait rêver tous les jours. Et on peut ajouter à cela, l'an dernier, on a eu David Beckham, qui est venu au Paris Saint-Germain, qui a joué 6 mois au Paris Saint-Germain. Oh, c'était un petit tour de piste, pas très sportif finalement, hein. Ouais, mais pour le ramener un petit peu au sujet des salaires et des montants, je pense qu'en 6 mois au Paris Saint-Germain, David Beckham a fait plus de bien et fait plus connaître le Paris Saint-Germain dans le monde entier que X joueurs qui ont joué là pendant des dizaines d'années. Donc la renommée de ces joueurs, effectivement, doit se payer. Voilà. C'était un porte-drapeau, mais bon, il est un beau porte-drapeau, hein. Un très beau porte-drapeau. Ah oui. Dernière précision, il y a les jeunes qui se passionnent pour le ballon, il y en a beaucoup, et auxquels on donne la possibilité de rejoindre une équipe dès l'âge de 13 ans. Vous ne trouvez pas que c'est un peu tôt? Là, je trouve ça un peu excessif, tout à fait. Oui. Ce que je trouve excessif aussi, c'est... On peut payer des stars, donc quand on a un statut de star. Mais quand on est très jeune et qu'on touche 200 ou 300 000 € à 19 ans, je pense que ça peut choquer. Ouais. Parce que une personne fait un jour un beau tir ou une belle passe, on lui dit, voilà, tu vas gagner beaucoup d'argent. Je pense qu'il faut déjà prouver. Et... Si on fait naître en eux des espoirs et qui ne sont pas réalisés, on en fera des aigris sociaux, des inadaptés, des décalés. Et ça, c'est toujours dangereux. Merci Eric. Hein. Merci Philippe. Et puis bonne chance pour votre nouvelle émission. Merci, c'est très aimable. Merci. Jusqu'à 12h30, Allô Bouvard sur RTL. Écoutez, j'ai eu des nouvelles d'Adriana Carambeu, qui est superbe. Hein, oui. Elle est lucide. Elle a fait d'elle cet autoportrait que je vous livre. Elle a dit « Je suis comme une éponge ». Alors, je vous rappelle seulement que l'éponge, selon les spécialistes, mais tout le monde n'est pas d'accord, appartient pour moitié au règne végétal et pour moitié au règne animal. Ce qui d'ailleurs correspond parfaitement à Adriana Carambeu, parce que c'est à la fois un bel animal et une belle plante. C'est bien envoyé. Petite nouvelle, qui est badine, mais qui est sympathique parce que elle réunit deux grands séducteurs, Jean Dujardin et Georges Clooney. Il est très rare que les séducteurs chassent ensemble. Mais là, ils se réunissent, et vous savez pourquoi? Ils se réunissent pour faire la promotion, devenue célèbre, pour ne pas dire culte, d'une marque de café en capsule.
C'est une information de l'agence TAS. Alors là, c'est pas dans la presse, c'est à la télévision. Et ça rejoint un peu ce que nous disions sur l'âge des jeunes footballeurs qu'on recrute. Parce qu'il y a une législation du travail qui est très contraignante pour le travail des enfants. Puis parfois, bon, il y a des dérogations ou des cas particuliers. Par exemple, le cas de Gloria. Bon, Gloria, elle a 6 ans. Elle va dans quelques jours affronter 10 millions de téléspectateurs parce qu'elle est une concurrente de The Voice. C'est une jolie petite fille, mais si elle veut se présenter au concours de Miss de sa région, il faudra qu'elle attende 13 ans. Alors bon, mais je demande à comprendre la différence qu'il y a entre une chanteuse et une Miss et un footballeur. Jusqu'à 12h30, Allô Bouvard sur RTL. Et dans Allô Bouvard, un de vos amis, Philippe, souhaite intervenir. Philippe Chevalier, présent tous les dimanches. Ah, bonjour mon cher Philippe. Écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et puis surtout que, bon, c'est pour vous nouveau et pour nous aussi, vous êtes devenu un remarquable horoscopiste. Eh bien oui, mon cher Philippe, bonjour. Eh bien, une fois de plus, les prévisions astrologiques de la semaine prochaine, cette fois-ci concernant Madame Valérie Trier-Veller, journaliste et mémorialiste. Née sous le signe de la Balance, vous n'êtes pas faite pour garder un secret, fût-il d'État. Une inclination certaine pour la délation dès votre plus jeune âge vous a valu à l'école le surnom de rapporteuse. Vous n'hésitiez pas à dénoncer à la maîtresse celui ou celle qui n'avait pas son cahier ou dont la plume était mal taillée. Ce trait de caractère, qui consiste à flatter les grands et écraser les petits, vous a permis d'arriver là où vous êtes et, je dirais même plus, d'y être parvenu. Travail. Une semaine riche en événements vous attend. Votre signe chinois, le Rottweiler teigneux, associé à votre ascendant morpion des marécages en astrologie tibétaine, vient de vous propulser sur le devant de la scène médiatique après plusieurs mois de traversée du désert. Vous aviez été humilié, outragé, martyrisé, vous voilà enfin libéré. Continuez à mordre et n'hésitez pas à mettre de côté quelques ingrédients supplémentaires que vous servirez plus tard, bien refroidis, pour un deuxième volume encore plus gratiné. Amour. Soyez rassurés et dites-vous bien qu'en vous faisant beaucoup d'ennemis en politique, vous récoltez la sympathie de tous les Français. Grâce à vous, ils savent désormais avec certitude que François Hollande est bien un homme normal, comme eux, avec ses problèmes de tous les jours, et qu'il ne doit pas oublier le matin son appareil dentaire dans le gobelet de la salle de bain avant de partir au travail, s'il ne veut pas se retrouver sans dents. Votre lune en Poisson, bien aspectée avec Uranus en Bigorneau, devrait faire tomber les réticences et la méfiance de vos prétendants potentiels. Jouez franc jeu avec eux et garantissez-leur qu'ils ne risquent rien tant qu'ils ne sont pas président de la République. Santé. Ce retour sur le devant de la scène vous dynamise. Votre sourire est plus carnassier que jamais, tandis que celui de votre ancienne rivale Ségolène Royal paraît crispé, car vos confidences ont révélé au pays tout entier de quoi elle se contentait. Eh bien, cher Philippe, chers amis, à la semaine prochaine. Merci Philippe, c'est parfait, vous savez, hein, vous avez de l'avenir dans cette nouvelle profession. Jusqu'à 12h30, Allô Bouvard sur RTL. On retrouve Allô Bouvard avec Philippe Bouvard et vos questions au 3210 ou sur rtl.fr, page Allô Bouvard, dans un instant, juste après les infos. Samedi et dimanche 11h30, 12h30 sur RTL, le nouveau rendez-vous Allô Bouvard. Philippe, direction le standard de RTL avec un docteur en sciences physiques. Il s'appelle Johnny, il a 30 ans et il nous appelle de Chatou. Bonjour Johnny. Bonjour Philippe, c'est un plaisir de vous avoir au téléphone. Merci. Est-ce que je dois vous appeler docteur? Oh, vous savez, ça se fait pas tellement en France. Non, ça se fait pas. Enfin bon, il y a que le docteur en médecine hein, qui bénéficie de ce vocatif, hein, finalement. Et finalement, oui, en France, effectivement, c'est plutôt ça. Votre question? Oui, moi, comme je suis plutôt scientifique, je vais vous poser une question qui concerne les scientifiques. Donc, à la fin du mois, il va y avoir la fête de la science, qui est une fête sur tout le territoire national pour essayer de faire découvrir les sciences aux non-initiés. Et donc, moi, je m'interrogeais sur la science et les scientifiques. Ont-ils, selon vous, la visibilité qu'ils méritent dans la société moderne? Je pense que si vous me posez la question, c'est que vous pensez que la place qu'ils occupent n'est pas celle qu'ils devraient occuper, hein?
C'est pas tout à fait faux. Bon, la place, elle est quand même très importante, hein. Regardez, je prends l'Académie des sciences. Vous savez, l'Académie des sciences est une des 5 académies qui composent ce qu'on appelle l'Institut de France. Ah, tout à fait. Bon, alors que les autres académies culminent pour la française autour de 40 membres et pour les autres parfois jusqu'à 60 ou 70, l'Académie des sciences a 245 membres. C'est quand même énorme et ça prouve que là, on reconnaît le mérite des scientifiques. Mais il n'y a pas que ça. Le CNRS, il y a 1200 personnes et très souvent des chercheurs et parfois des chercheurs qui trouvent, qui y travaillent. Le CEA, c'est-à-dire le Commissariat à l'énergie atomique, 16 000 personnes travaillent. Donc, la science est importante. Donc, si vous sentez une lacune, c'est une lacune dans la conscience que les Français ont de l'importance des scientifiques. Alors peut-être pas sur les Français. Moi, je pensais plutôt la visibilité au niveau des médias en fait. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand on regardait à la télé, au moins une fois ou 2 fois par semaine, à la fin du journal de 13h ou de 20h. Il y avait une petite page scientifique, il y avait un petit reportage sur une info scientifique, et j'ai l'impression qu'on ne l'a plus, ça. Oui, qu'on manque d'émissions scientifiques, oui. Ben, peut-être un petit peu. Moi, je sais que je suis venu aux sciences grâce à l'émission C'est pas sorcier, par exemple. Il y a des publications scientifiques de vulgarisation qui peuvent sensibiliser les jeunes à la science. Est-ce que vous faites une différence entre les différentes sciences? Parce que bon, il y a la biologie, il y a la physique, il y a l'informatique, il y a la chimie, il y a l'océanographie. Qu'est-ce qui vous paraît le plus populaire aujourd'hui? Très clairement, les sciences sur lesquelles il est plus facile de communiquer actuellement, c'est les sciences sur l'environnement, la biologie et des choses comme ça, je pense. Et l'informatique, hein. Et l'informatique, qui est très en pointe. Mais justement, peut-être que dans les médias, on a tendance à parler plus technologie que parler vraiment science. C'est peut-être ça, c'est peut-être là qu'est l'évolution en fait. Ouais. Je ne vous cache pas que je suis un lecteur de journaux, je regarde la télé et de temps en temps, il y a un sujet scientifique. J'essaie de comprendre, mais j'appartiens à une génération de sous-développés intellectuels qui ne comprend rien aux progrès technologiques et qui tient ces progrès pour de purs miracles. C'est-à-dire que j'appuie sur le bouton de la télé, l'image apparaît, enfin parfois, parce que je suis tellement maladroit que je me sers très mal de ma télécommande, et ben pour moi c'est un miracle, et avouez que c'en est un. J'envoie, je demande à quelqu'un qui travaille avec moi d'envoyer un message à mon petit-fils qui vit à New York, eh ben j'ai la réponse dans les 45 secondes. Bon. Exactement, oui. Et depuis que je me suis acheté une webcam, l'autre jour, il m'a fait visiter son appartement à New York. Ça, c'est fabuleux. Et même, d'ailleurs, ça modifie la notion d'absence. Donc, vous voyez, je suis admiratif. Cela dit, est-ce qu'il faut que je comprenne ? Alors, c'est tout un débat, mais si on ne comprend pas la technologie, il y a un risque après de ne plus savoir l'utiliser intelligemment. Un gros risque. Alors là, vous avez mis le doigt là où ça fait le plus mal. Oui, on l'utilise très très mal. On l'utilise au hasard, en pianotant sur des boutons qui sont de plus en plus nombreux. Est-ce que au niveau des pouvoirs publics, on fait ce qu'il faut? Je voudrais quand même remarquer qu'il y a eu, je crois, 56 prix Nobel de sciences depuis qu'on a fondé le prix, c'est pas mal, qui se réclamaient de la nationalité française. Sans oublier les nombreuses médailles Fields. J'allais vous en parler parce qu'on découvre là que nous avons souvent, et moi qui n'ai jamais dépassé le stade des équations les plus simples, ça me rend particulièrement admiratif, nous avons chez nous les meilleurs mathématiciens du monde, hein. Oui, probablement les meilleurs, oui. Dites donc, Johnny, est-ce que je peux vous demander pourquoi il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques ?
Ah, mais je connais la réponse. J'ai été 15 ans auditeur fidèle des grosses têtes, monsieur Bouvard. Donc, il y aurait, d'après la légende, Alfred Nobel pensait que sa femme avait une relation amoureuse avec un mathématicien. Exactement. Oui, oui, qui avait tenté de l'entraîner dans l'adultère, et je crois d'ailleurs que ça a marché. Et du coup, Nobel, qui avait un tempérament un peu explosif, Nobel a dit, bon, on récompensera tout le monde, mais pas les matheux. Et puis, on s'aperçoit aussi que nous avons les meilleurs économistes du monde. Oui, alors est-ce que l'économie est vraiment une science? Alors ça, j'en suis moins sûr, moi, mais bon. Écoutez, si c'est pas une science exacte, il y a de quoi s'inquiéter. Oui. Non, mais attendez, ce sont quand même des gens qui ont fait des études scientifiques, pas des études littéraires. Mais justement, c'est ça qui m'interpelle souvent, c'est que on a un niveau d'études en mathématiques qui est très performant, en sciences qui est très performant. Et dans beaucoup d'écoles, les étudiants préfèrent s'orienter vers des filières économiques plutôt que vers les métiers scientifiques, comme si c'était pas assez valorisé en fait, alors que c'est des métiers qui sont des métiers passion et assez fantastiques. Ouais, parce que bon, l'économiste est peut-être entre les littéraires, bon, qui ont quand même aujourd'hui ne tiennent plus le haut du pavé, et les scientifiques. C'est quelqu'un qu'on médiatise davantage, hein. Oui. Et qui a son mot à dire sur la politique, sur notre vie quotidienne, et dont on attend parfois des lumières que les gouvernants ont perdues. Un grand merci, Johnny. Merci à vous, Philippe. Merci, docteur. Allez, à bientôt. À bientôt. 11h30, 12h30, Allô Bouvard, sur RTL. RTL, Allô Bouvard? Alors Philippe, on va retourner, si vous le voulez bien, du côté du standard. Nous accueillons Olivier, 44 ans, qui travaille dans les transports maritimes à Rueil-Malmaison. Bonjour Olivier. Bonjour monsieur Bouvard. Qu'est-ce qui vous taraude? Écoutez, je voulais faire appel à votre longue expérience de la presse écrite et notamment de la presse quotidienne. Et je voulais avoir votre sentiment sur la crise que traverse la presse quotidienne papier payante depuis des années, avec la disparition de François il y a 2 ans notamment. Et j'avais 2 questions. Est-ce que vous pensez que la presse quotidienne payante a un avenir? Et si oui, sous quelles conditions? Voilà. Écoutez, c'est une grave question que je m'étais posée avant que vous la formuliez, hein, parce que c'est vrai que ça m'inquiète et je suis au cœur du problème et parfois personnellement touché. D'abord, c'est vrai, la presse écrite est très malade. La presse quotidienne, nationale notamment. Elle est même si malade que certains docteurs tant pis, appelés à son chevet, disent qu'elle passera pas la décennie. Vous voyez que c'est grave, hein. Il y a tout un cortège de catastrophes qui s'ensuit, les plans sociaux, la disparition des titres. Savez-vous combien il y avait de journaux parisiens de quotidiens après la Libération? Non, je l'ignore. Il y en avait pas loin d'une vingtaine, il en reste 7 aujourd'hui, et la plupart sont déficitaires, donc voués à une prochaine disparition, dans la mesure où leurs actionnaires n'accepteront plus de remettre la main à la poche. D'une façon générale, les titres de la presse écrite, ils ont diminué de moitié. On me dirait qu'il y a d'autres journaux qui sont apparus, comme par exemple la presse People, qui paraît-il vit pas mal, encore que ça commence à s'éroder. Et ce qui vit bien encore, ce sont les magazines spécialisés. Parce que ils ont par définition une clientèle captive de gens qui sont passionnés pour le sport ou par la discipline qu'ils traitent. Savez-vous quels sont les responsables? Les lecteurs qui n'achètent plus. Oui, mais si les lecteurs n'achètent plus, c'est qu'ils ont une raison. Bon, d'abord, une raison qu'on comprend en période de crise, c'est qu'ils ne trouvent pas toujours dans leur poche les piécettes nécessaires à l'achat d'un quotidien. Parfois, ils se contentent d'un hebdomadaire ou de rien du tout. Mais en fait, les vrais responsables, c'est un peu la radio quand même, mais c'est beaucoup la télévision et Internet. La radio est dans une plus grande mesure la télévision parce que on aboutit à ce que, comme elle donne les informations en temps réel, lorsque au matin, dans le meilleur des cas, le lecteur s'en va acheter son journal au kiosque voisin de son domicile, il est déjà au courant de toutes les informations. Il sait tout déjà. Et parfois, il en sait davantage que des journaux qui ont été bouclés dans la nuit, alors que lui a écouté la radio, particulièrement RTL, au petit matin.
Vous voyez que déjà les dés sont pipés. Hein. Ça montre quand même, si vous voulez, et la plupart des quotidiens nationaux l'ont compris, que la nouvelle voie de ce type de presse n'est pas de donner des informations par définition déjà connues, mais d'apporter l'explication et le commentaire. Et ça, on essaie de le faire parce que ces médias, la radio explique et commente, mais pas du tout la télévision. Et donc, sur le moment, le lecteur, qui est aussi citoyen et contribuable, a le droit qu'on lui facilite l'opinion qu'il peut se faire sur tout ce qu'on lui dit. Et généralement, quand un politique, vous remarquerez, intervient à la télé, il n'y a jamais un présentateur pour dire ce que disent les Américains, que ce qu'il vient de dire n'est pas conforme à la réalité et que les statistiques qu'il avance, personne ne les connaît. Vous êtes lecteur de quotidien ? Oui, tout à fait. Bon, vous en achetez un encore, vous êtes abonné ? Oui, enfin surtout le week-end, disons. Voilà. Les abonnés, c'est toujours la grande force des quotidiens. Hein. Un journal qui a 100 000 abonnés, comme on a par exemple La Croix, ou 200 000, comme on a Le Figaro, c'est un journal qui est un peu au-dessus de la mêlée, mais menacé quand même. Je disais tout à l'heure que la radio et la télé étaient responsables, mais il y a un nouveau mode d'expression, enfin il est nouveau, mais il est surtout ravageur, c'est Internet. Parce que quand vous consultez Internet, et ça vous arrive ? Oui, tout à fait, bien sûr. Vous pouvez vous apercevoir que les petites annonces qui constituaient l'essentiel de la recette de la presse quotidienne ont émigré vers Internet. C'est vu parfois par plus de gens, enfin on n'en est pas sûr mais ça arrive, ça coûte moins cher et donc c'est là une partie de la manne qui est évacuée et je pense définitivement parce qu'il n'y aura pas de retour. Quand vous achetez un quotidien une fois par semaine, n'est pas le rythme souhaité ni habituel. Vous en avez conscience, Olivier. Oui, tout à fait, un quotidien, c'est tous les jours. Vous prenez celui du samedi parce que peut-être que vous avez davantage le temps de lire le samedi. Oui, et puis je lis avec intérêt votre chronique hebdomadaire. Voilà. C'est très gentil. Mais ça, c'est comme on dit dans les salles de marché, le petit bonus. Hein. Voilà. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de journaux. Et alors, il y a de moins en moins de journaux parce qu'il y a de moins en moins d'investisseurs. Là, ça mérite une explication. Longtemps, la presse a passé pour ce qu'on appelait un levier de pouvoir. L'industriel ou le capitaliste qui s'offrait un journal comme on offre un manteau de fourrure à sa femme, disait « je vais passer pour quelqu'un d'important désormais dans la société et puis peut-être que je vais faire passer mes convictions politiques davantage. Peut-être que j'aiderai les politiciens que j'aime bien, ne serait-ce parce qu'ils arrangent mes affaires. » Ben oui, mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Parce que lorsque la presse parle de politique, et elle en parle souvent, elle est comparable à un bréviaire. C'est-à-dire, elle s'adresse à des gens qui sont déjà convertis, vous voyez ? Mais je crois quand même que, de la même façon que le livre papier est très supérieur au livre informatique, parce qu'on peut le relire facilement et parce qu'on en conserve une trace dans sa bibliothèque ou sur sa table de chevet, la presse quotidienne peut encore avoir une survie et, problème que je connais également, la presse régionale est un peu moins menacée. Vous savez pourquoi ? Parce que je pense que les gens aiment connaître les informations de leur ville, de leur exactement. village. Voilà. C'est les rubriques locales qui se sont irremplaçables. Et puis aussi, une partie de la publicité qui perdure, parce que ça, la radio et la télé ne peuvent pas le faire, elle annonce les promotions de la grande distribution. Tout à fait. Oui. Merci Olivier, au revoir. C'est moi qui vous remercie. À bientôt, au revoir. Jusqu'à 12h30, Allô Bouvard sur RTL. Et avant de nous quitter, Philippe, un dernier auditeur. Autre question au 3210. Nous accueillons Thierry, qui est chef d'entreprise. Il a 50 ans et il nous appelle de Charleville-Mézières. Bonjour Thierry. Bonjour Philippe, comment allez-vous ? Ça va bien, je suis heureux de vous retrouver, mais très très à l'affût des questions que vous vous posez et que par voie de conséquence vous allez me poser à moi. Bien entendu. Donc vous qui travaillez jusqu'à 35 heures par jour, je voulais connaître votre avis sur
sur le travail du dimanche et éventuellement sa généralisation et sa légalisation? Bah écoutez, je suis moi-même, et vous pouvez le constater aujourd'hui, un travailleur du dimanche, hein. Tout à fait. Vous sentez pas d'ailleurs à ma voix que j'en suis particulièrement affecté ou que je suis plus fatigué que les autres jours de la semaine? Non, non, non. Je suis content de travailler le dimanche. Et d'ailleurs, avant d'être à l'antenne le dimanche, et je l'étais d'ailleurs avec les grosses têtes, mais là, il s'agissait de rediffusion qui me mobilisait moins qu'aujourd'hui, je travaillais chez moi parce que j'étais un peu comme le chantait Gréco il y a très longtemps, quelqu'un qui haïssait les dimanches. Je veux dire, c'était un jour qui me laissait désœuvré, désemparé. J'avais plus mes marques habituelles. Mais je conçois que la vie de famille et que le repos et que le sport et que les hobbies puissent l'emporter ce jour-là sur le travail. Il y a quand même 8 millions de personnes concernées, hein, ça fait beaucoup. C'est énorme. Vous êtes pour le travail dominical ou pas? Ben, écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, moi je suis frontalier en plus de la Belgique au plus proche et du Luxembourg de l'autre côté. Et bon, nos amis belges travaillent le dimanche depuis très longtemps, notamment dans le commerce, quoi. Oui, et vous avez autour de vous des gens qui travaillent et qui n'y vont pas comme aux travaux forcés. Ben non, puisque ils sont volontaires en principe. Complètement, puisque de toute façon, on est sur une durée légale du travail et il y a d'autres jours dans la semaine qui remplacent le fait que les gens travaillent le dimanche. De toute façon, il y a une législation qui existe. Il y a quand même 2 chiffres que je vous livre et qui peuvent orienter notre réflexion. Il y a 36% des travailleurs qui sont concernés, c'est beaucoup, et sur ce pourcentage-là, il y en a 68% qui ne sont pas d'accord pour travailler le dimanche. Ça fait encore beaucoup, hein. Vous direz qu'il y a quand même de quoi donner du personnel suffisant aux entreprises qui ont le droit d'ouvrir le dimanche, hein. Tout à fait, tout à fait. On fait quand même un chiffre d'affaires considérable lorsque on accepte d'ouvrir un magasin, par exemple alimentaire ou surtout de bricolage le dimanche, hein. C'est mon cas et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui se déplacent dans les points de vente et qui trouvent ça, du fait qu'ils travaillent pas, qui trouvent ça très agréable aussi, hein. Est-ce que ça signifierait que les gens qui viennent faire leurs achats le dimanche n'achèteraient pas la semaine? Dans mon cas très précis, je suis assez d'accord avec vous, avec votre réflexion, dans le sens où moi je suis frontalier et effectivement, si je suis pas ouvert le dimanche le matin, parce qu'on est ouvert le dimanche matin, ils vont aller dépenser leur devise chez nos amis belges de toute façon. Alors à ceux qui travaillent le dimanche, on accorde déjà un repos compensateur. Tout à fait. Oui. Il est de combien de jours? Alors obligatoirement, il faut que ce soit 1 journée et demie consécutive. En plus, on a un salaire qui est très nettement supérieur à celui qu'on touche habituellement. Oh, c'est de l'ordre de... si on ouvre le dimanche après-midi, là, c'est sur du 100%. Ah oui, à 100%, dites donc, c'est pas mal, hein. Ouais. Malheureusement, bon, c'est plus défiscalisé tout ça, non? Ah non, là d'un seul coup, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de volontaires pour faire, on va dire, des heures supplémentaires, et maintenant il y en a un petit peu moins. En Allemagne, quand même, sous Angela Merkel, le salaire supplémentaire est de 125% par rapport au salaire normal, hein. Ouais. C'est beaucoup, hein. Il faut quand même pouvoir suivre. Est-ce que le travail du dimanche crée des emplois? Oui, parce que moi j'ai généralisé l'ouverture du dimanche qu'on faisait entre guillemets qu'en saison. Et effectivement, ça nous a apporté du chiffre d'affaires additionnel et on a créé 2 emplois en temps complet reconverti, 2 emplois. Est-ce que vous constatez à l'usage et au quotidien, bien que ce soit hebdomadaire, qu'il y a une autre ambiance et que les gens travaillent différemment? Oui, parce que bon, de toute façon... c'est plus détendu? Oui, et puis nous on ouvre que le dimanche matin. Bon, le dimanche matin, il y a 3-4 heures de travail. Bon, ça passe très très vite. Et puis aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Enfin, pour mon cas particulier. Il faut quand même savoir que ceux qui freinent la généralisation du travail ce jour-là, ce sont les syndicats, les grandes centrales syndicales. Vous le savez. Oui.
que ce sont certains partis de gauche et qui s'en privent pas, et surtout l'Église catholique dont le personnel travaille surtout le dimanche. Voilà. Parce que les messieurs curés, ils disent parfois plusieurs messes le dimanche, beaucoup plus que le reste de la semaine. Ça, c'est pas logique, hein. On peut pas dire qu'ils montrent l'exemple, hein. Bon, oui, c'est clair. Finalement, pas la liberté complète quand même, hein. Il faut encadrer quand même. Ah ben oui, il faut encadrer, parce que bon, il peut pas y avoir que des méchants employés qui veulent pas travailler le dimanche, et il peut pas y avoir que des gentils patrons qui veulent donner du travail aux employés. Il faut penser par exemple à la restauration, où les patrons ne sont pas légalement assujettis à une augmentation de salaire. Et donc on peut abuser des petits commis. Bah écoutez, j'étais heureux de bavarder avec vous, surtout que venant de la part d'un chef d'entreprise, j'ai senti que cette question, vous l'agitiez depuis longtemps. Un petit chef d'entreprise, hein, Philippe. Hein, combien d'employés? Ah ben 24. Et je pense que ce sont les PME qui sont aujourd'hui en mesure de créer du travail. Merci et bravo Thierry. Merci à vous, très content de vous avoir eu en ligne Philippe, encore bravo. Au revoir. Et puis au revoir à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. J'aurai plaisir à les retrouver la semaine prochaine. Et le samedi, et même le dimanche, car je travaillerai encore, mais est-ce que c'est un travail de vous retrouver le dimanche prochain? C'est un grand plaisir, Philippe. Merci Isabelle, merci à tous et à la semaine prochaine. RTL, 12h30.